Bonsoir, bienvenue. Je suis très content de, de pouvoir inviter ce soir Adrien Vescovi, c'est ça qu'on dit? Tout à fait. J'ai jamais su en fait. Euh, Vescovi? Vescovi. Donc un artiste, on peut dire français, ou en tout cas en partie, qui est installé à Marseille depuis maintenant 1 an et demi à peu près, mais donc qui n'est pas un artiste type marseillais, peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, mais qui travaille ici en partie en ce moment. C'est quelqu'un, je l'ai invité en partie parce que je ne connais pas très bien ce qu'il fait, et je voudrais savoir en fait ce qu'il fait. Et j'ai peut-être une intuition ou une sorte de notion que ce qu'il fait peut être peut nous parler dans le cadre du séminaire que j'ai mis en place, que j'essaie de mener avec un groupe d'étudiants 4e et 5e année, qui s'appelle What's the Matter with You, comme certains vous savez ou pas, où les questions de pensée et de la matière, et la matière comme pensée et de pensée comme matière, peut-être. Et pour introduire le travail, puisque bien sûr il va parler de son travail, donc je n'ai pas vraiment besoin d'en parler. Je vais juste vous dire un tout petit citation qui vient d'un livre qui s'appelle Marcher avec les dragons, d'un anthropologue anglais qui s'appelle Tim Ingold, dans un texte qui s'appelle Tisser un panier, et ça dit ça. Nous avons tendance à chercher la signification de l'objet ou l'idée qu'il exprime en négligeant l'activité à laquelle il est originellement lié. On va voir si c'est un rapport avec le travail d'Adrien ou pas, peu importe, c'est fait. Donc voilà, à toi. Eh bien, merci Charlie. Merci pour cette introduction. Pour ma part, je vais commencer par lancer ce diaporama d'images, de photographies qui est un petit peu dans le désordre, d'images que j'ai fait à différents endroits, à différents moments. Donc là, on est à New York, là, on est à Prague. Ces images sont des sources d'inspiration sur des matières, des architectures, des moyens d'accrochage, des systèmes, ou encore des couleurs. C'est un petit peu, pour moi, un dossier que j'ai appelé Sans titre. Ça, c'est une pièce aussi, j'ai oublié de vous prédire. Il y a des œuvres aussi, pardon. Pardon, c'est pour moi un dossier que j'appelle Sans titre. C'est ma mémoire à long terme. Des villes que je visite, des lieux que je découvre, où je me rends. Ces images sont à la fois donc des archives et des sources d'inspiration. Ce sont des systèmes, voilà. Je vous laisse regarder, on pourra en discuter après. Donc c'est des images qui activent comme vous le voyez, du drap, du tissu. C'est un peu, on tourne autour de matières qui m'intéressent dans mon travail, de surface, d'état entre deux. Donc maintenant, je vais commencer par vous faire une courte introduction à mon travail, avec ce diaporama qui continue. Je vous parlerai ensuite de 3 projets importants et significatifs de ma pratique. Je vous exposerai ça en images à travers ces différents projets que j'ai réalisés depuis 2015. Donc, je développe en fait... Bon, cette image est importante, on va s'arrêter sur celle-ci. Hop. Je développe depuis plusieurs années une pratique en perpétuelle transformation. L'approche que j'ai de la peinture, et vous le verrez, passer par plusieurs étapes redéfinissant à chaque fois le statut de la peinture en elle-même. Les gestes engagés croisent les champs de la peinture et celui du travail du textile, passant par la teinture,
l'élaboration de couleurs par décoction ou la couture. J'ai tout d'abord amorcé ce travail par une longue réflexion sur la grille, tant comme motif que comme support. Donc j'ai commencé à travailler la grille comme un élément systématique et omniprésent. Des grilles, j'en trouvais partout, sur les murs, les toits et les palissades des paysages urbains de tous les jours. Sur les poissons aussi. Et cette grille, je l'ai reproduite sur mon mur d'élaboration, une fois dans la montagne, sur la façade de l'atelier. Ça, je vais couper ce premier diaporama. Donc ça, c'est l'atelier en Haute-Savoie. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Ce sont des photos qui ont été prises à différentes périodes entre l'année 2015 et 2017. Je veux dire par là que cette grille fut en quelque sorte le catalyseur de bon nombre de processus. C'est un prétexte de cristallisation des formes engagées et du traitement de la matière. C'est sur cette façade que les choses se réunissent et à la fois que tout démarre. En extérieur, exposés aux éléments, mes tissus recueillent les variations climatiques et le passage du temps. Ces éléments-là sont pour moi la matière d'impression qui se dépose sur la toile. L'infusion du temps sur les toiles est la matière. L'infusion du temps est donc la peinture. Une sorte de boucle comme ça. Ces tissus que j'expose aux intempéries s'infusent, se décolorent, se transforment et en même temps, toutes ces transformations, c'est ma matière de travail. Je parle de matière dans mon travail, mais cette matière ne concerne pas de manière évidente la peinture à proprement parler classique d'un peintre avec son pinceau. L'attitude face à elle n'est pas la même. L'infusion du temps sur les toiles est la matière. La matière, c'est les couleurs des tissus qui s'effacent, donc qui s'estompent, qui se perdent. La matière, c'est la mémoire du temps qui se charge dans les tissus. La matière, pour moi, en fait, c'est la mémoire. Le mot « allégorie du paysage » est une façon pour moi très imagée et assez juste pour parler de mon travail de peintre. Mes tissus se chargent conceptuellement d'un paysage et le paysage s'infuse dans la fibre. C'est un rapport surface, c'est Bachelard qui en parle un petit peu de ça. C'est la peinture qui est une surface, et là, c'est un travail qui n'est pas le même, on imprègne la fibre, donc c'est presque un travail de sculpture, quoi, ou de photographie. Donc ma pratique en 3 étapes. Je vais vous présenter 3 types de projets clés, et très différents de mon travail, répondant à 3 types d'invitations, elles aussi totalement différentes. Le premier projet s'appelle Amnésia. Amnésia, c'est pour moi produire et inscrire l'œuvre dans la réalité elle-même, ce qui est totalement opposé de l'amnésie, mais c'est mon avis. En 2015, j'ai été invité par l'association Tripod pour une exposition dans un bâtiment qui a été dessiné par Massimiliano Fuxas. Il faut que je vous montre ce bâtiment. Donc, Tripod, c'est une association qui a été créée en 2001, qui a fait 32 expositions dans ce lieu, à Rezé, c'est à côté de Nantes. Et c'est un bâtiment qui offre un cadre vraiment extrêmement typé, on va dire. C'est un espace de 200 mètres carrés, inséré dans un grand cube noir basculé, comme vous pouvez le voir sur les images. Pour l'exposition Amnésia, l'idée était simple. Je désirais simplement déplacer la lumière des Alpes dans le Black Cube qui se trouve à Rezé. Donc ça, c'était la production d'Amnésia, je vais en parler un peu plus. Le mur d'élaboration que vous voyez ici a été en quelque sorte un outil de cristallisation lui aussi,
Là où tout se passe et grâce à quoi j'ai pu lancer une succession d'expériences. Des expériences que j'ai répétées, décalées, pour l'élaboration de mon exposition. Cela faisait déjà plus d'une année que j'avais commencé à travailler les tissus avec la lumière de Paris. Et en faisant des recherches sur les UV, j'ai appris que les UV A et B sont plus puissants à la montagne. J'ai donc déplacé mon atelier de Paris à mon village de Haute-Savoie. C'est un petit village situé à 1600 mètres d'altitude, où les UV donc étaient plus puissants. Là-bas, j'avais accès à l'ancien atelier de mon grand-père, qui était menuisier, et que j'ai adapté à ma pratique. J'étais isolé pendant 4 mois à peu près pour préparer cette exposition. Dans un premier temps, ces tissus sont d'abord teintés. À l'époque, je travaillais avec des teintures industrielles, des teintures basiques que l'on achète en commerce. Et dans un second temps, ces tissus donc étaient installés sur la façade extérieure pendant plusieurs mois pour se charger jour après jour des UV, de la lune et des rayons du soleil. Comme si ces tissus étaient des cyanotypes de ce paysage de montagne où la couleur passe, comme le temps d'ailleurs. C'est un travail qui, à mes yeux, concilie à la fois le fait de laisser faire de l'empreinte du climat sur la matière et l'organisation minutieuse de mes tissus. Pour être plus précis, dans le processus, je déplaçais certaines laies de tissus suivant une organisation totalement subjective. Et au final, au bout de ces 4 mois, j'ai eu des tableaux comme celui-ci, avec les traces des sangles, et donc un dessin qui se crée. Pendant ce processus assez lent, le phénomène de traces se formait petit à petit, prenant en compte différentes superpositions, et donc plusieurs surimpressions de rayons UV. L'idée d'user les tissus est aussi quelque chose qui a alimenté ma vision et le traitement de la couleur. D'où le terme de couleur passée que j'ai pu évoquer plus haut. J'aime tirer et vider la couleur par des éléments extérieurs à ma décision. Celui des éléments naturels. Hop, j'arrête une fois. Celui du temps, encore une fois. Donc ça, c'est l'exposition en intérieur, où j'ai gravi Moi, j'avais tout mis en façade, comme ça, sur ces murs penchés. Je me suis servi des structures en IPN du bâtiment pour poser les tableaux. Mais c'était une belle histoire d'installation, parce qu'il a fallu nettoyer tout le mur, là, qui était dégueulasse, le repeindre un peu, faire un peu propre, pour ensuite venir agencer ces tableaux. Ça fait 7 mètres de haut, c'était un peu escalade sur les bords quand même. Ouais, je me suis c'était un peu, comment dire, acrobatique. J'en viens ici donc à parler de mémoire, la mémoire d'un paysage chargé au cœur des fibres du tissu. C'est donc une mémoire d'un lieu qui se forme sur la toile. Ce n'est pas un usage de surface, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans la matière même. Cette histoire de mémoire, je voudrais maintenant faire une petite aparté et introduire un événement plus personnel qui m'est arrivé à la montagne, justement, et qui explique pourquoi ma pratique questionne la mémoire. En 2004, j'ai eu un accident de snowboard assez grave. Je suis tombé dans le coma un peu plus de 48 heures. C'est pas si long, mais c'était un coma très profond. Je me suis rétabli de ce choc. Je n'ai pas perdu totalement la mémoire, mais j'ai eu quand même de certains troubles. Notamment au moment du réveil, où je me souvenais de ce que j'avais fait la veille, mais pas de ce que j'avais fait il y a 5 minutes. J'avais en fait un problème de mémoire vive, de ce qu'on appelle la mémoire à court terme. C'est pour moi, surtout dans la façon de me souvenir des choses, que ça posait problème. Je me suis rendu compte que pour activer ma mémoire, je devais répéter les choses et les gestes. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré à ma pratique,
dans ma méthode de travail. Cette question de la répétition pour enregistrer et pour ne pas oublier. Je vais enchaîner, c'est pas évident, mais je vais enchaîner avec un autre projet qui s'est passé au Cyclope en 2017 sur une invitation de François Taillade. C'était un temps de résidence dans le parc du Cyclope. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cyclope, en quelques mots, c'est une sculpture monumentale de 22 mètres de haut, de 350 tonnes d'acier, installée au milieu de la forêt de Fontainebleau. C'est un projet à l'initiative de Niki Saint-Phal et Jean Tinguely. Et les travaux ont débuté en 69 et terminé plus de 25 ans après. Le Cyclope, c'est aussi une histoire collective de sculpteurs, un peu barrés, que Tinguely a réussi à rassembler. Ouais, ils étaient 15. Il y avait Rico Weber qui était l'assistant de Tinguely, Daniel Spoeri, Armand, César, Soto. Enfin voilà, c'est un bâtiment en fait. Donc moi j'étais invité à Milly-la-Forêt en octobre 2017 pour déployer mon travail dans ce site assez dingue. Au pied de la sculpture, comme vous pouvez le voir. C'était la première fois que j'étais invité sur une si longue période. C'est-à-dire ça a duré à peu près 6 mois, avril à octobre, 5 mois. En extérieur, pour développer un travail sur le processus même. Je me suis donc installé à un atelier à ciel ouvert au pied du Cyclope pour poursuivre mon travail en extérieur et interroger ce rapport à la nature et l'idée du dépôt naturel comme outil pigmentaire. Donc là, je suis en train de construire une grille sur laquelle... bon, ça, c'est la bouche du Cyclope. La gueule du Cyclope. En fait, la première étape de ce travail, c'était entre l'hiver et le printemps, a été une recherche de couleurs. Donc, dans mon laboratoire en extérieur, j'ai développé des jus à partir de 3 types d'écorces d'arbres trouvés sur place. Certains arbres étaient à couper, donc on les a fait tomber. Et de là, j'ai raclé les écorces. C'était de l'acacia, du bouleau et du chêne. Et donc ces écorces, je les ai traitées par décoction. Donc la décoction, c'est un moyen de cuisson, c'est une façon de bouillir. En fait, c'est un système pour tirer le jus des végétaux. Du coup, j'ai fait bouillir des écorces dans des grandes marmites. Et j'ai tiré des jus sur de différentes teintes de brun, de l'acajou à la terre de sienne, en passant par l'ambre et le sépia. Ces jus de paysage, que j'ai appelé ça jus de paysage. Donc les jus de paysage, c'est le résultat d'un lent processus de macération et de cuisson. Donc je cuis le végétal, ensuite je le passe, et je viens cuire mes laits de tissu. Donc là, ce que vous voyez, c'est les essais avant la cuisson. Les tissus sont encore propres. Donc dans un second temps, après la cuisson, j'ai développé une installation constituée de marbre métallique d'IPN, de rondins de bois, ménageant encore une fois une structure en forme de grille, sur laquelle je suis venu dérouler, suspendre ou plier mes laits de tissu. Comme vous avez vu, l'installation, c'est sur à peu près 10 par 12 mètres de large, en parallèle au sol, comme un réceptacle à forêt. C'est-à-dire que les éléments sont tombés tout au long pendant 3-4 mois d'exposition. Les éléments c'était un réceptacle, quoi. Les éléments sont tombés dessus, quoi. Donc j'ai laissé le tout interagir avec l'environnement pendant plusieurs mois.
dans un processus qui combine le temps qu'il fait et le temps qu'il passe, où la pluie, les chutes de feuilles, l'ensoleillement et l'humidité ont de manière combinatoire et aléatoire imprimé leurs stigmates dans la toile. J'obtiens donc à la fin des 6 mois des dizaines de mètres d'enregistrements colorés, qui sont comme des relevés atmosphériques. Au terme de ce temps d'exposition au phénomène, j'ai accumulé dans mon atelier un important matériel, un prélèvement dans le paysage au cœur de la forêt. Ces traces d'enregistrement forment une masse documentaire telle des archives et un inventaire de couleurs que je travaille encore aujourd'hui sous la forme de nouvelles pièces. Justement, j'ai un des projets qui fait suite à cette résidence, ce sont des cahiers, j'ai appelé ça le cercle. Alors, ceci, c'est des cahiers de petits formats, il y a 3 différents formats, et ces cahiers de Milly, donc il y a une partie qui est imprimée par le paysage, l'autre qui est peinte. Les formats plus grands qui sont de cette largeur-là, j'en ai fait 12. Ça reprend un peu le principe des invitations de Tinguely. J'ai invité 12 autres artistes à venir peindre dans ma peinture. Donc c'est des cahiers que je peux rouler, que j'envoie par la poste, à des peintres que j'ai rencontrés ces dernières années, des artistes dont je regarde le travail, des artistes avec lesquels je suis lié ou pas dans ma pratique, mais en tout cas c'est comme des références, quoi, des gens voilà, avec qui j'ai envie de discuter. Et donc j'ai envoyé ça à Nico Berthaler à Vienne, à des amis, à Peter Vermersch à Turin, j'ai envoyé ça à différents artistes, j'ai plus la liste dans la tête, mais si, Eva Nielsen, enfin voilà, donc c'est envoyé par la poste, ça arrive chez l'artiste, et puis il vient peindre dans ma peinture. Donc ça c'est un projet que j'aimerais activer une fois que j'aurai récupéré tous les cahiers, et que j'aimerais activer, je vais peut-être faire ça. Excusez-moi. J'étais coincé depuis tout à l'heure. Bon, voilà. Et donc, enfin voilà, c'est des cahiers que j'aimerais activer, peut-être sous forme de performance. Je me dis que ce projet pourrait exister, enfin va exister même, puisqu'il faut juste que je les récupère, sous forme de performance avec des acteurs, un peu des modèles un peu qui viendraient tourner les pages de ces cahiers, un truc assez mécanique et complètement désincarné. Et voilà, donc ça c'est un projet, vous voyez, qui prend une forme, qui passe de l'extérieur à l'intérieur, qui passe par la couture et qui trouve une nouvelle forme par la performance. Bon, ça c'est un projet que je dois écrire et faut que je travaille. Soit. Je voulais maintenant vous parler de Thé à la menthe en dernier projet. Donc là, on est, ça se voit. Ouais, là, on est au Cours Lyoto. C'est là que se trouve mon atelier. Et le projet Thé à la menthe, c'est pas un projet d'expo, c'est pas une ouverture d'atelier, même si ça se passait pendant le Pâques. Le Thé à la menthe, c'était plutôt une manière informelle de se retrouver le temps d'un thé à la menthe, justement, et autour d'un processus d'élaboration en cours, attaché à la façade de mon atelier. Donc là, avec tout ce tissu, j'ai produit tout ça dans l'intérieur de mon atelier. C'était environ 200 mètres de tissu qui ont été cuits et teintés et séchés sur la façade, comme on le voit. Et c'était j'étais invité pour une biennale aux Pays-Bas, un événement qui s'appelle Into Nature, par un commissaire qui a un nom imprononçable
Hans Dan Jartogjäger, au nord des Pays-Bas. Et excusez-moi. Donc en fait c'était voilà, au-delà de Thé à la menthe, c'était ma première production à Marseille. Donc déplacement de la montagne, je descends de ma montagne à Marseille et ben, le contexte change. Et quels éléments je vais pouvoir utiliser pour faire mes teintures. Donc comme j'étais à Noailles, ben, j'ai commencé à pas mal traîner à Noailles et dans la rue d'Aubagne et à aller chercher mes épices chez Saladin et dans les autres boutiques voilà, qui m'ont apporté des nouvelles couleurs. Donc je me suis servi du curcuma, et après je cherchais mes couleurs avec un des vendeurs de Saladin et puis il m'a emmené sur les ocres. Donc du coup j'ai commencé à travailler avec des ocres du Maroc. Ensuite je suis passé dans le Roussillon, j'ai été chercher d'autres ocres. Et voilà, donc en fait ma palette c'est ouverte, c'est développée sur une palette du Sud. C'était pour moi une idée d'un paysage, c'est une idée un peu romantique comme ça, d'une palette qui se compose à Marseille. Je crois que j'avais d'autres photos à vous montrer. Bon bah ça c'est, vous l'avez compris, c'est l'installation Thé à la menthe et en fait j'ai voulu on venait de teindre tout ça. Ben, et comme il y avait cet événement du Pâques, là, j'en ai profité pour les foutre dehors. Voilà, c'était profiter de l'opportunité à un moment donné. Il y a du monde qui passait dans la rue. Voilà. J'ai sauté sur l'occasion. Mais en fait, donc ça, c'était avant que ça parte aux Pays-Bas. Et ensuite, j'ai plié tout ça. Et je suis parti. Vas-y, comment ça, c'est ça? Et je suis parti, je me suis arrêté à Lyon sur le chemin, prendre un super copain qui m'a filé un super coup de main. Et on a installé ça donc au nord des Pays-Bas, à Frederikshorn, un petit patelin. Et ben, là, c'est le montage. Et donc, c'était une surface de 30 mètres par 7 une installation, ouais, c'est un peu monumental. On a fait ça en 2 semaines. Là, il y a François qui bosse. Et voilà, en fait, c'est un déplacement. Voilà, je déplace mes tissus qui ont été teintés dans le sud. Je les déplace au nord pour qu'ils se chargent d'une autre lumière, en fait. Je vais vous montrer des photos de la pièce terminée. Ça sera peut-être... Donc voilà, ça c'est la pièce terminée avec le vent qui souffle dans les voiles. Voilà, moi ce qui m'intéressait, voilà, c'était de les faire travailler. Donc s'ils ont travaillé 4 mois, c'est installé en mai et ça a été démonté fin septembre. Et que ces tissus se chargent, encore une fois, d'un temps d'exposition, des intempéries, de la pluie, du vent. Voilà, je parlais de documentation, c'est une sorte de capture d'un climat, de changement climatique, ou en tout cas d'une conséquence de ce climat. Je vais récupérer tous ces tissus à la fin du mois. Oui. Et je vais les transformer à nouveau pour une autre exposition. Donc voilà, c'est des allers-retours que je fais dans mon travail. Je prends enfin, vous avez compris, je prends des matières, je les fais cuire, je les dispose à un endroit, je les fais vivre, et ensuite je les déplace. Et ensuite elles se retransforment, et elles se retransforment une deuxième fois. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Ou alors je décide de les arrêter, mais
Ça dépend. Je sais pas. Voilà. En tout cas, là, je m'arrête là. Et si vous avez des questions, je vais essayer de tenter d'y répondre. Merci de votre attention. Hello, hello. Je vais essayer de lancer une question. Je n'ai pas vraiment formulé une question encore. Je vais voir si ça arrive ou pas. C'est par rapport à cette citation que j'ai lue au début, qui parle de parler de quelque chose de final, ou une idée exprimée dans un objet final, et qui ne se lie pas. On oublie de lier des choses à leurs usages ou la manière d'être fabriqués. Mais dans le cadre de ton travail, il y a les questions de l'usage, c'est pas tout à fait approprié parce qu'on n'est pas dans un objet quotidien qui va partir vers un usage particulier, je sais pas, un drap de lit, j'en sais rien. Mais mais il y a quand même cette notion un point de départ et une sorte de, comme tu dis, un processus avec un potentiel qui n'en finisse pas. Donc finalement, j'ai pas de questions en fait. C'est juste un espèce de blabla qui. Non, mais c'est, ouais, en fait, ce que tu parlais comme objet, en fait, moi, je m'en sers comme processus de travail, en fait. Et du coup, c'est une forme qui se transforme et qui s'arrête pas ou peu. Ou des fois, je vais tendre un châssis. Effectivement, là, ça va devenir un objet. Mais parce qu'il y a la différence entre la pièce qui était à côté de Nantes, dans ce bâtiment en particulier, et où les choses sont sur châssis. Du coup, ils prennent cette forme d'objet de peinture, alors que là, tu parles en fait, c'est plutôt les voyages et les impressions et les va-et-vient entre les choses qui se voyagent et les choses qui s'impriment. Donc, c'est bien d'une certaine manière deux formats différents, en tout cas. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais comme les livres qui s'arrêtent, qui trouvent une forme livre et qui ensuite vont être manipulés par des peintres qui vont peindre dedans, par des artistes qui vont venir peindre dedans, et ensuite qui vont être manipulés par des acteurs qui vont tourner ces pages. Enfin, c'est difficile d'arrêter le mouvement en fait, mais c'est ce qui m'intéresse en fait dans la peinture, c'est que tu peux ne pas arrêter quoi. Enfin, tu vois, c'est pas un processus. Quelque chose que tous les... C'est une lisière hyper difficile parce que tu as des galeristes qui derrière vont te demander quel est l'objet fini, et en fait même la peinture que tu tends sur un châssis, elle est encore possible, elle a encore une part de vivant en elle quoi, parce que les couleurs vont se modifier avec le temps, qu'elles peuvent s'effacer, etc. Donc c'est un terrain glissant. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Je peux revenir peut-être sur des trucs si j'étais trop vite. En même temps, je me répète beaucoup, je m'épuise, j'épuise le sujet. Donc, mais n'hésitez pas, je peux aussi répéter si vous avez des questions. Ok, alors j'arrive avec le micro. Moi, je voulais savoir si tu avais une relation avec la matière, enfin comment tu choisis, si tu as une façon particulière de choisir le tissu que tu vas teindre, parce qu'il y a quelque chose de tactile forcément quand tu travailles avec une matière comme ça, je suppose. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu as une volonté d'habiller les espaces avec les couleurs qui ressortent de quelque part un peu ton imaginaire? Enfin, est-ce que puisque le tissu, ça a cette propriété-là aussi, est-ce que toi, tu visualises que tu habilles un espace ou alors pas du tout? Alors déjà, pour la question du textile et de la matière, c'est vrai qu'il y a des tissus que il y a différentes sources de matière, enfin,
différentes sources. Il y a beaucoup de tissus que je récupère qui sont des vieux draps, qui sont brodés. Ça m'intéresse, cette histoire qui ne m'appartient pas en fait, parce que d'un coup je me retrouve avec les initiales d'une famille que je ne connais pas, qui se sont appliquées à faire cette broderie, qui est des choses vraiment belles. Donc ça, j'aime bien capturer cette histoire, m'en servir et la souiller, on va dire ça. Et après, il y a d'autres draps pour les installations comme ça. Là, c'est un mélange, mais c'est vrai que les grandes laits, c'est de la commande. Enfin, je commande en grand rouleau parce que j'ai besoin d'une grosse quantité. Ouais. Donc voilà, ça dépend un petit peu, mais il y a un truc qui m'intéresse de plus en plus. Effectivement, c'est cette couverture, et donc ça va rejoindre l'autre question, c'est cet habillage. Parce qu'on est dans un textile, on est dans quelque chose qui se porte aussi. J'ai eu l'occasion, mais je ne l'ai pas fait, de faire des vêtements. J'ai fait des collaborations. C'est un peu particulier, effectivement. Je m'amuse plus à couvrir l'architecture et... Donc voilà, je sais pas, la fringue, la sape, je crois pas que j'y reviendrai peut-être plus tard, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Et donc, habiller un bâtiment, par contre, plus, oui, effectivement, parce que je sais pas, c'est un goût personnel, c'est aussi des dimensions. Il y a un rapport d'échelle qui me plaît plus. Là, c'est marrant, j'ai été invité par le festival de hier pour faire la déco du catwalk. Donc on est à la fois sur le catwalk, c'est donc le truc pour le défilé là, le podium. Et donc je vais habiller tout l'espace, mais je vais pas habiller les mannequins. Donc voilà, ça me va comme ça. Je sais pas si je réponds à peu près. Si, juste, moi ça me fait un peu penser à Peau d'Âne quand elle demande une robe couleur, tu vois, il y a un peu de ça. Une robe couleur de lune, une robe couleur soleil. Enfin, toi tu fais un peu comme ça, mais sans... C'est ma voix? Pardon, c'est moi peut-être, je sais pas. Ouais. Mais du coup, bon, le fait que ça sorte du vêtement, c'est pas enfin, non, mais je sais pas, le vêtement, non, c'est moi qui me suis piégé avec ça, mais le vêtement, oui, effectivement, c'est un truc auquel je sais pas, Peau d'Âne, oui, après ça fait penser, on se projette dans plein de trucs et plein d'histoires, et c'est un peu l'intérêt, c'est un tissu, c'est une matière qui est quand même dans laquelle on a envie de s'enrober, enfin voilà, donc c'est chouette que ça t'évoque des choses comme ça. Merci. Bonjour, je voudrais savoir comment vous décidez cette pièce, c'est déjà fini, c'est fini ou pas encore fini? Pour celle qui est derrière, tu veux dire? Là, j'ai passé toute la matière dedans. Comment j'ai défini? C'est très subjectif en fait. C'est un tableau, c'est un truc très. Voilà, ça me plaît, quoi. Il y a un truc à un moment donné, ça me plaît et je m'arrête là. C'est visuellement, plastiquement, ça me parle. Enfin, c'est très subjectif, oui, effectivement, mais en fait, j'ai plein de règles dans ma pratique, de règles à suivre sur les temps de cuisson et les machins, qu'à un moment donné, je me donne le droit aussi de décider quand est-ce que ça s'arrête. Et parfois, ça s'arrête jamais, parce que là, ça va être redescendu ici, ça va être retransformé pour une autre expo que j'ai en février, là, et je sais pas quelle forme ça va prendre encore. Peut-être ça va être un sol, peut-être ça va être des livres, je sais pas encore. Donc, à un moment, c'est comme un regard subjectif d'un peintre qui se dit stop, ma toile est finie. C'est un peu ce rapport-là, dans une autre échelle. Je sais pas, ouais. Moi, j'ai une question, Adrien. C'est pas tellement lié à ta pratique, mais c'est plutôt lié à ta prochaine date d'expo et ce que tu as prévu de faire pour la prochaine fois que tu montes quelque chose là et où ça va se passer du coup.
tu as déjà des plans, quoi, tu vois. Ouais, j'ai des trucs qui arrivent très vite là. C'est Mystère ou pas? Hein? C'est mystère ou pas? Non, c'est semi-mystère, mais je peux le dire, c'est prochaine date, c'est Mamac de Nice en février. Après, donc Festival de hier, ça c'est en avril, et puis un autre truc à Marseille en mars. Donc faut que j'aille bosser. Après tout ça, ouais, je vais bosser là. J'ai une question. Tu parlais beaucoup de le matériau, mais ma question c'est dans l'accrochage, dans la présentation dans l'espace public, comment l'accrochage, est-ce que ça intervient celui en public? Comment ça arrive, tu veux dire que, comment... Je crois que j'ai pas tout à fait capté la question. C'est... Comment tu interviens le lieu public comme cette pièce, tu accroches la façon de... Oui, la manière d'accrocher. Bah, là j'étais invité, donc j'ai travaillé un système d'accroche sur place avec des IPN en métal comme j'avais utilisé au Cyclope. Et puis dans la rue, je demande à personne et je pose mes... Il y a un truc de vandale un petit peu comme ça qui m'amuse assez, où de vandalisme, un peu comme, je ne sais pas de graffiti, mais je pense à ça, où à un moment donné, je viens me poser mes tissus, et je trouve des systèmes d'accroche. C'est pour ça que dans les premières images, il y avait des photos de rue, d'échafaudage, de choses comme ça. C'est des choses que je regarde tout le temps un petit peu, que je mets dans un coin de mon appareil photo de mon téléphone et que je conserve pour ensuite réutiliser a posteriori. Voilà, je crois que... Les premières pièces que tu nous as montrées, tu parlais de teinture industrielle, et puis ensuite c'était plutôt des teintures à partir de matériaux naturels, on va dire. Et je voulais savoir si tu avais aussi pensé à travailler, en plus de la teinture, le tissu en lui-même, dans la fabrication pour être dans ce travail, on va dire, artistique, artisanal de teinture. Est-ce que, tu vois, de carrément créer le matériau et d'avoir la main sur tout le processus, quoi. Ouais, donc en fait j'ai expliqué que j'étais passé, en fait, en installant mon atelier dans la montagne, donc j'arrivais avec ces teintures industrielles, j'ai perdu le terme, mais je t'explique déjà comment la transformation au naturel, parce que donc je suis arrivé en hiver là-haut pour produire. Et à la fin de cette production, j'ai gardé cet atelier là-haut, et c'était à l'automne, et les arbres étaient en feu, et les feuilles d'arbres tombaient, et donc j'ai commencé à récolter tout ça, et à faire mes premières teintures naturelles. Donc j'ai prolongé ça à Milly-la-Forêt, et maintenant ici avec les épices. Et effectivement, maintenant, c'est vrai que produire une fibre, ça m'intéresse, oui, effectivement, mais je ne l'ai pas encore fait, non. Mais oui, ça rentre complètement dans le processus. C'est un peu la suite, quoi. C'est un peu ce qui il me reste à faire. Mais non, j'ai pas encore essayé. Je sais pas. Non, j'ai pas pour l'instant. Mais peut-être. Non, mais ça me fait penser à des potes je pense à Yann Gersberger qui fait des tapis, où lui il tisse effectivement. Il y en a d'autres, Devoir et Jiquel, qui font ça aussi avec des appareils à tisser. Mais non, pour l'instant, j'ai pas encore développé cette chose-là, parce que je suis sur des surfaces qui
enfin, un peu, là c'est un peu huge, mais c'est un peu grand, donc pour l'instant je suis plus dans ce rapport de couverture, je n'ai pas encore développé, mais merci de ta question. J'ai peut-être une dernière vague question. Non, mais en fait, question de la durée, la temporalité et l'ennui qui peut entraîner ce travail, puisqu'il y a un côté laborieux, j'imagine, décoction, création de teinture qui est peut-être fascinant et très excitant. Et le moment où les choses sont teintes pour la première fois et que ça sort et tu regardes et tu vois ce qui se passe. Mais dans le premier exemple, les pièces à la montagne et à Milly-la-Forêt, j'imagine qu'il y avait un certain... oui, des surprises, mais dans un temps qui dû être parfois difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je pense que je deviendrais fou d'impatience face à ces processus qui sont nécessairement longs. Et même, j'imagine qu'on peut imaginer des projets qui sont presque en dimension en dehors de ta vie, tu vois. Tu mets en place quelque chose, tu le laisses, peut-être dans 100 ans, ça va devenir autre chose, et etc. Il y a quelque chose de cet ordre quelque chose qui peut rester et t'échapper aussi. Je sais pas. Il y a une question là, je sais plus. Et donc ta question, Charlie, Charlie. Non, mais effectivement, c'est des temps très longs de cuisson, c'est des journées entières où ça chauffe et en plus après j'expose ces tissus à la lumière pendant 3-4 mois. Mais en fait, ce qui est super, c'est que là j'ai posé pendant 4 mois ces tissus aux Pays-Bas. Je suis passé à autre chose et c'est super, et en même temps c'est hyper compliqué parce que je suis sur d'autres trucs, je suis sur d'autres projets, et puis là je vais retrouver la matière que j'ai posée en mai là-bas. Du coup ça fait tu vois, un aller-retour comme ça qui est temporellement, tu sais plus où t'habites, mais moi ça me plaît aussi de reprendre les choses. Là ça va être l'hiver, je vais un peu m'enfermer avec tout mon tissu dans mon atelier et puis je vais me concentrer là-dessus. Et puis au printemps je vais ressortir, poser une grosse installation, peut-être ici, peut-être ailleurs, je sais pas. Et ouais, ça me laisse le temps de réfléchir, de passer à autre chose ou ouais, de lire, voilà, de regarder des films. C'est une manière de gagner du temps. Je sais pas. Tu crois que je gagne du temps? Je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas. En tout cas, dans ce temps de cuisson, il y a aussi un truc que j'ai pas parlé, mais c'est vrai que je fais des aquarelles aussi. En fait, à force d'avoir répété ces cuissons, et à force aussi, ah oui, attends, bon, je reviendrai là-dessus après. Donc, à force d'avoir répété ces cuissons, je sais à peu près que je vais avoir 2, 3, 4 heures à tuer. Du coup, je me prends un gobelet, je me prends des pots et je garde des pots de décoction. Et quand je commence à utiliser ces couleurs pour voir un petit peu ce que ça a donné, donc je cherche toujours ma couleur et j'essaie d'anticiper les couleurs que je vais avoir sur mes tissus. Donc il y a ça d'une part, qui est une sorte d'occupation d'atelier comme ça. Et l'autre truc que j'ai oublié, que tu m'as soulevé dans la... Ah, j'ai oublié, pardon. Pas grave. Ça va peut-être revenir, mais voilà, désolé. Okay. Bon, à moins qu'il y ait une dernière remarque de quelqu'un, on peut dire... je te la jette cette fois-ci. Moi j'ai une question, c'est parce que tu nous as montré beaucoup d'images où c'est presque exclusivement du recouvrement de surface, que ce soit au sol ou au mur, et je me demandais, est-ce que tu as déjà
pensé ou eu envie de juste utiliser ton tissu comme une surface et de le disposer dans l'espace sans qu'il y ait cette histoire de recouvrement vraiment d'un objet architectural ou, je sais pas si tu comprends la question. Oui, je travailler sur une forme plus culturelle où tout tourne autour. Ouais, peut-être, tu vois, un truc de disposition dans l'espace. Je pense un peu, par exemple, je sais pas si tu connais le travail de Viviane Sutter, où c'est vraiment suspendu. Je vois tout à fait Viviane Sutter, c'est un très bon travail. Oui, effectivement, il y a des éléments. Bon, déjà, il y a des éléments tableaux qui sont extraits parfois. Il y a ces éléments en cahier. J'ai montré d'autres choses, mais là, je voulais me concentrer sur ces trois temps de travail. Mais oui, effectivement, il y a des choses qui existent différemment. Mais et Viviane Sutter, je regarde avec intérêt ce travail. Mais qui travaille d'ailleurs à fond avec l'architecture. Enfin, Viviane Sutter, c'est aussi dans ses dispositifs, elle joue toujours, que ce soit la Manifesta, la Documenta à Cassel ou en Grèce, là, ça jouait bien aussi des bâtiments dans lesquels elle était invitée. Ouais. Mais c'est un très beau travail. Oui. Et moi, je voulais savoir si on pouvait venir toucher tes carnets. Oui, bien sûr. Oui. On s'arrête là. Voilà. Non, vous avez encore d'autres questions, mais non, on s'arrête là. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci à tout le monde.